c'est rock ici. Un tout petit mot juste pour vraiment vous présenter. Charlie Felgat, il est anglais, mais français d'adoption. D'abord pour ses études, puis pour un premier job chez Decathlon, où il finira par devenir le monsieur RSE du groupe. Decathlon et la nature, ça fait un peu écho. Et pourtant, il va nous raconter une vraie prise de conscience, une envie d'en faire plus. Je vous passe la parole, Charlie. Hello. Good morning. Ça va? How are we today? Je précise, je n'étais pas du tout le monsieur RSE, j'étais DIRCOM RSE. On était beaucoup dans les RSE chez Decathlon, c'est toujours le cas. Grand merci pour cette introduction. Merci Ariel, merci Alban pour être là, entreprise du futur. C'est un peu mon truc. J'étais il n'y a pas si longtemps chez Decathlon et j'avais un super job. Après DIRCOM RSE, j'étais Vision Leader pour l'entreprise. C'est un peu pompeux quand même. J'avais même mis sur LinkedIn marchand de rêve, un truc comme ça, parce que ça se comprend bien à l'interne, mais à l'externe, c'est pas une bonne idée. Et donc j'ai changé vite fait. Et donc l'idée, c'était de dessiner l'entreprise du futur, forcément chez Decathlon. Là, on est en 2019 à ce moment-là. Et j'avais pris le parti pris d'intégrer les externes dans la vision. C'est important que je vous dise ça pour que ça fait partie du parcours quand même. Et la vision, donc en fait, quand on fait une vision, vous faites des visions forcément, mais moi je suis de l'avis qu'une vision, il faut intégrer les parties prenantes, y compris la nature. Parce que Decathlon existe grâce à vous, tout simplement. Decathlon, vous connaissez, je ne suis pas là pour faire la pub Decathlon, vous connaissez très bien, on est en France. Decathlon, c'est quand même, à ce moment-là, c'était 1 milliard de produits vendus par an qu'ils ont fabriqués. C'était quand même un gros bébé, avec un paquet de CO2 en conséquence. Et donc là, l'idée, c'était de rêver de l'avenir. Puis on a travaillé sur 2100, 2076, 2050, 2030. Et quand tu intègres les parties prenantes, c'est super intéressant. Parce qu'il te dit des choses que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Du genre, à fond la forme, que dalle. Tu vends les chaussettes. Waouh, c'est vrai, mais tu n'as pas l'habitude. On ne dit pas ça en interne, tu vois. On dit bravo, qu'est-ce qu'on est bon, on vend des chaussettes. C'est autre chose. Et puis, un jour, on était en Suisse, et je n'oublierai jamais. Il vient une dame à Lausanne, elle se met debout, elle est tout au bout, elle se dit blablabla, bla, 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 mais quand est-ce que vous allez faire du bien? Waouh, ok, clac. Quand est-ce qu'on va faire du bien? Parce qu'on est convaincu qu'on fait du bien. Mission sociétale et tout ça. Mais non, elle a raison. Quand est-ce qu'on va faire du bien? J'ai pris ça, je l'ai écrit. Et je voulais non seulement ramener ça chez Decathlon, mais aussi je voulais ramener ça à moi-même. Et c'était le début de mon journey qui m'a fait découvrir ce truc-là. Il n'y aura pas beaucoup de slides de schématiques et boring, mais celui-là est important quand même. C'est inspiré des les 5 modèles conventionnels de Bill Reed. Donc, en gros, tout à gauche, c'est les entreprises qui ne font pas grand-chose, conventionnelles. Bon, tiens, il y a un truc, l'accord de Paris, ça nous fait chier, mais on est obligé d'y aller. OK, donc ça, ils sont tous à gauche. Green, ça, c'est pas mal. Ça, c'est la plupart des entreprises. Les green, c'est que, OK, c'est pas ouf ce qu'on fait, il va falloir qu'on réduise nos émissions CO2, peut-être faire un peu mieux. Et donc, green, c'est là où il y a Decathlon et la plupart des entreprises en France. Et jusqu'au-là, moi, j'ai visé le milieu. Le milieu, j'ai visé sustainable, donc le fameux net zéro. Avant que j'avais cette question, quand est-ce que vous allez faire du bien? Parce que je me suis dit, en réduisant le CO2 par X%, déjà, c'est suffisant. Bon, en fait, je découvre que non. Et nous avons autre chose. Il y a un 4e modèle qui s'appelle restauratif. Restaurer la nature et puis finalement régénérer. La régénération, s'aligner avec la nature, qui était pour moi en 2020 complètement nouveau. Et aujourd'hui, 5 ans après, je commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, à ce moment-là, en 2020, juste avant le Covid, je vois ce truc-là et je me dis, je veux être dans le côté droite. Je ne veux plus dégénérer, je veux régénérer. Donc, je vais d'abord savoir qu'est-ce que ça veut dire et comment je peux en devenir. Donc, c'était le début de mon parcours. Et on m'a dit, OK, donc il va falloir savoir qu'est-ce que ça veut dire régénérer. Il y a beaucoup de choses sur la régénération aujourd'hui. Je vais dire que Lumière, ils disent des choses très bien. En fait, on vise la régénération. Les entreprises régénératives, bon, moi, je ne connais pas beaucoup, parce qu'il faut régénérer tous les écosystèmes et toutes les infrastructures. Hein. Donc, on est en marche de devenir régénératif aujourd'hui.
Donc, pour moi, les entreprises régénératrices, c'est ceux qui enrichissent la vie, voire qui créent les conditions qui sont conducives, qui sont propices pour créer les conditions de vie. Okay? Et tout de suite, ça devient un petit peu contre-commercial ou culturel, parce qu'on est dans un autre optique de « OK, ben, c'est plus moi, le milieu de tout ça. What's in it for me ?» Donc, il va falloir qu'on collabore, coopérer avec d'autres, et qu'on soit beaucoup plus contributif. Je découvre ça. Et je découvre, en fait, donc je vais aller à la rencontre des experts dans le monde pour m'aider avec cette question de regenerative leadership. Ça, c'est la définition que j'aime le plus. Regenerative leadership, c'est un style ou une posture de leadership qui est inspiré par la sagesse de la nature. Alors ça, je n'ai pas appris ça à Subdeco. Pas du tout. Ni quand j'étais petit. C'était tout nouveau. Et on m'explique que si tu veux être un regenerative leader, si tu veux être vraiment à côté droite de ce fameux schéma un peu moche, bah, va falloir que tu deviens vraiment humain. Et pour devenir vraiment humain, il faut intégrer le fait que nous sommes la nature. Bon, OK. Ça rentre là-dedans, pas de problème, j'y vais. Donc, on continue. On me dit, Charlie, je pense que tu n'as pas compris. Il y a 8 choses à intégrer. Donc, on va le déballer rapidement, tous les 8. Et après, je vais vous expliquer comment j'essaie d'intégrer ça dans ma vie aujourd'hui. J'ai une première conviction, c'est que toute cette démarche régénération, ça sera seulement possible si nous avons les leaders régénératifs. Comme je disais très souvent chez Decathlon, c'est que Decathlon n'existe pas. Decathlon, c'est 105 000 personnes, c'est le somme des consciences individuelles de chacun. Et ça, je le crois toujours. Donc, on m'a dit, bon, il y a 8 trucs que tu dois intégrer. Bon, je pourrais passer 3 semaines sur chacun des trucs. On a à peu près 13 minutes, mais oh, ça va aller, ça va aller. Vous êtes toujours avec moi? Mon accent n'est pas insupportable? Ouais. OK. La première chose, le regenerative leader doit comprendre des data. Ça, c'est super important. Hein. Alors, vous avez Arthur Keller pour vous aider avec ça, si vous avez du mal. Aujourd'hui, nous avons dépassé 6 des 9 limites planétaires. Bon, on pourrait faire la matinée là-dessus. Je pense que ça, c'est acquis. Si ce n'est pas acquis, il y a plein de trucs qu'on peut faire pour arriver à comprendre ça. Regenerative leadership comprend le data, comprendre vraiment que en fait, les scientifiques, ils ont vraiment raison. Les études de GIEC, il faut vraiment les lire. Le deuxième, on me dit, Charlie, si tu veux être regenerative leader, tu dois te poser les questions sur le stress que tu crées. Moi, je dis, moi, je suis cool avec les gens, tout va bien. Ah non, tu crées du stress. Comment ça, je crée du stress? Ben regarde, tu ajoutes du stress sur un système qui est déjà stressé. Si c'est environnemental, si c'est humain, ou si c'est mécanique ou systémique. Tu es en train de toujours vendre tes chaussettes. Ben, ça ne va pas, parce que ce système-là, il va dans le mur. Et donc, on cherche la performance, l'efficacité. On ajoute des projets RSE sur des équipes RSE qui sont déjà au bout. Et franchement, moi, je travaille avec les équipes RSE. Ils sont parmi les plus stressés de toutes les équipes avec qui je travaille. Il y a du stress dans tous les systèmes. Et donc, il faut prendre une minute pour se poser sur « OK, comment je contribue d'ajouter du stress à un système qui est déjà stressé ?» Et si ce n'est pas suffisant, on ajoute « Ah oui, Charlie, il faut aussi que tu intègres le principe du vivant. » OK, déjà, qu'est-ce que c'est? Il y en a 9. Là, j'ai les listes là. Encore une fois, il faut quelques heures pour y aller. Il y a des choses qu'on comprend bien, des choses que je comprends. Décentralisation, entreprise libérée, ça je connais. La diversité, forcément, le plus que tu as des variétés de diversité, le plus créative on va avoir pour trouver des solutions qui nous pensent sur le nez. Singularité, on en parle toujours pour avoir une avance compétitive. Après, il y a des choses comme croissance limitée et sous-optimisation. OK, bon, ça non plus, je ne l'ai pas appris. À Subdeco, là j'arrête, c'est mon reality shock, mais sous-optimisation, on me dit oui, mais regarde le photosynthèse, il est efficace à 1%, un rendement de 1%. Mais tu imagines, c'est absolument critique pour la vie. OK, putain, mais merde, c'est pas du tout ce qu'on fait le lundi matin chez Decathlon, ça. Parce que, lui, vous avez tous un économiste du XXe siècle préféré, voilà le nôtre. Milton Friedman qui dit clairement que le but de l'entreprise, c'est simplement de vendre des produits et des services pour un bénéfice. Et tout ça, ça va aux actionnaires. Et c'est bien. J'ai appris ça.
J'ai appris ça. Mon papa, il est expert comptable. Ma mère, elle est entrepreneuse. En plus, elle est juive. C'est money, money, money à la famille quand j'étais petit. Hein. Donc on dit, Charlie, il y en a encore, il y a la story of separation. Vous connaissez ça, l'histoire de séparation? C'est le moment où nous, l'être humain, on s'est séparés de la nature. Parce que tout allait très bien pendant à peu près 39 000 ans. Et il y a un moment donné, il y a 300 ans, on se dit, bah ça c'est fini, parce que maintenant on a des machines, on a des usines. Et avec ça, on va pouvoir rendre plus efficaces les ressources humaines. Oui, on va appeler les humains les ressources maintenant. Oui, super. Et du coup, le natural est là pour être exploité. C'est un ressource lui-même. Et non seulement le natural est là pour être exploité, mais c'est bien. Moi, j'ai pris ça aussi. Donc ça, c'est le story of separation. Donc, point numéro 5, c'est à quel point on continue à la story of separation. Il ne faut pas culpabiliser, il faut simplement se rendre compte qu'il y a 250 ans, la révolution industrielle, on faisait des choses autrement, juste avant. Seventh generation thinking, ça j'aime beaucoup. Donc ici, qui a porté les Clarks quand vous étiez à l'école? Ouais, Clarks, ouais, Clarks, ouais, Clarks, Clarks. Moi aussi, Clarks. Lui, c'est Galahad Clark. Galahad, c'est un prénom, il faut porter. Hein. Galahad Clark, donc 7e génération de la famille Clarks, avec son frère qui s'appelle Asher Clark. Ils se disent, tiens, vendre 100 millions de paires de godasses tous les ans, peut-être on peut mieux faire. Donc ils ont créé une entreprise à côté qui s'appelle Vivo Barefoot. Le but de Vivo Barefoot, c'est de connecter les gens avec la nature. Ils vont au contre-marché. Le marché de la godasse, je le connais bien, il est là pour que pour les chaussures, il soit plus confort, plus amorti, plus de maintien, plus de bling, plus de bla, plus de bleu. Okay? Lui, c'est, ben non, si on réduit l'épaisseur, si on peut connecter le sol de nos pieds avec le terre, on pourrait reconnecter avec nos ancêtres. Et puis, cette histoire de séparation, bon, on va la renouer un peu. Et créer Vivo Barefoot, c'est une entreprise anglaise, je vous invite à mettre le nez dedans, c'est très intéressant. Seventh generation thinking, ça, quand j'ai arrivé dans la ferme où je parlerai juste après, la première chose que j'ai fait, c'est de planter les arbres centenaires, que je ne verrai jamais. Seventh generation thinking, c'est pas ce qu'on fait chez Decathlon le lundi matin. On va dire, qu'est-ce qu'on a fait samedi, qu'est-ce qu'on va faire samedi prochain. OK, ça c'est la grande distribution, ça fonctionne comme ça. Seventh generation thinking, c'est d'imaginer que les décisions qu'on va prendre cette semaine, comment ça va impacter le 7e génération. Ça, je n'ai pas non plus appris à Subdeco. Galahad Clark, il dit ça. Nous avons construit notre mode de vie moderne sur la conviction que nous sommes séparés de la nature, mais la vérité, c'est que nous sommes la nature. Très facile à mettre sur un slide, un peu plus difficile à vivre, ce qui est devenu ma mission de vie. Parce que lui, là, il a une mauvaise presse. Franchement, et s'il était vivant aujourd'hui, il n'est pas débile, il va dire, bon, il y a un truc qui s'appelle les externalités négatives. Alors là, je vais intégrer ça dans le modèle, ce qu'on a du mal à faire aujourd'hui. Et peut-être même, on va redéfinir qu'est-ce que c'est le sens de l'entreprise aujourd'hui. Moi, j'adore le principe de l'économie de la mutualité, qui dit que le but ultime d'une entreprise pourrait être de trouver des solutions profitables et scalables pour résoudre des problèmes mondiaux. Ça me parle. Ça me parle. Donc, j'ai ramené chercher Decathlon, et puis ils avaient tout compris, sauf que c'était un peu trop tôt. Donc, j'ai essayé de quitter l'entreprise, peut-être temporairement, qui sait, pour plonger dans ce sujet-là, en rencontrant Giles et Laura, qui ont écrit ce livre, Regenerative Leadership, qui m'ont tout de suite me dit, Charlie, si tu veux être regenerative leader, il va falloir que tu comprennes les saisons. Mais je dis, mais je comprends les saisons. J'ai appris ça bien avant Subdeco, quand j'étais petit. Ils ont dit, oui, mais regarde, est-ce que tu vis les saisons? Et en fait, ils m'ont fait découvrir que les êtres humains du 21e siècle et les entreprises, c'est les seules espèces, si une entreprise est une espèce, de ne pas vivre les saisons, comme la nature vit les saisons. Printemps, été, automne et hiver. Et c'est super important de prendre ça en considération, parce que nous, les êtres humains et les entreprises, on fait ça. On travaille dans un mode d'innovation en délire. Je m'explique. Prenons un produit par hasard. Allez, un tente que tu jettes dans l'air et ça ouvre tout seul, hein, complètement par hasard.
Et puis j'étais là à lancement de ce produit-là, littéralement, c'était en 2005. Ce produit-là, c'est toujours galère de le déplier, mais trop tard, vous avez acheté, mais c'est pas grave. Le truc, il est lancé, et ça cartonne, ça révolutionnise ce marché-là. Hein. Et donc, du coup, on fait quoi? Tu cartonnes, tu vends tout. L'année prochaine, tu vas dire, tiens, on fait en rose. Tiens, on fait un peu plus grand. Tiens, et donc, en fait, on revient en printemps. Printemps, c'est le prototypage, c'est les créations, c'est le lancement de produits, c'est des nouvelles idées. Vers été, c'est la maturité. Finalement, on va plafonner. Et une fois qu'on plafonne, nous, on va revenir en printemps. Il faut recommencer le cycle. Again and again and again. Et ça, on appelle en économie le S-curve qu'on a appris à Subdeco. Du coup, the rhythm of life, on ne fait pas de l'automne et de l'hiver. Et ça, c'est dommage. Parce que l'automne, là, c'est le moment de observer et souffler un peu. Et pendant que les feuilles tombent, qu'est-ce qu'on peut laisser tomber? Si on a vendu tellement de tentes, mais est-ce qu'on a pris le temps de se poser les questions, mais quel problème on a résolu, en fait? L'hiver, c'est le moment de pause statique. Et c'est là où devient, pour moi, l'innovation radicale. Et si on a besoin de résoudre ces problèmes, n'importe quel défi, on a besoin de radical innovation. Anyway, point number 7. Aujourd'hui, on vit dans un monde où j'entends il faut upskill, il faut accroître, il faut apprendre, il faut savoir naviguer l'incertitude, il faut more, plus. Et donc, moi, j'aime bien ce qu'elle dit, Marguerite. Vous connaissez cette entreprise, peut-être? Expansion, il y a Mustela, c'est un cas très connu en ce moment. Mustela, ils ont une vision régénérative et ils se disent, tiens, on vend des lingettes. Et ces lingettes-là, c'est absurde, en fait. Pour avoir une vision régénérative, on ne peut plus. Donc, ils se sont dit, avec beaucoup de courage, d'arrêter la vente de ce produit pour 2027, il me semble. 20% de l'ECA. 20% de l'ECA. Ça, non seulement c'est très courageux, on va voir ce qu'ils font, hein, mais Marguerite Laborde, qui est là, elle est l'une des seules personnes pour parler de day-marketing aujourd'hui. Donc, on est aussi dans le day. Il n'y a pas que de upskilling, il y a aussi du day-skilling. Et ça, c'est très intéressant. Si on veut s'aligner avec la nature, elle a beaucoup de leçons à nous donner, beaucoup moins que les bouquins que peut-être on a étudiés au XXe siècle. Alors, cette citation-là, que je vais les lire, j'utilise pendant trop longtemps. Donc, Buckminster Fuller, le fameux architecte, il disait « Afin de changer un paradigme existant, vous n'avez pas à changer le modèle problématique, vous créez un nouveau modèle et rendez l'ancien obsolète. » Ça fait trop longtemps que je le dis. Et en fait, il y a 2 ans, quand je m'ai apprêté de quitter Decathlon, qui est une belle boîte, j'aurais pu rester, franchement, c'est une super boîte. Je me suis dit, est-ce que j'applique ça à moi-même? Decathlon, c'est un énorme paquebot, un 747, où c'est compliqué de changer le modèle. Par contre, ce sera intéressant de bricoler un autre modèle à côté qui est inspiré de la nature, pleinement, pour justement rendre l'autre modèle obsolète. Et puis, je devais avoir l'agilité et la liberté de le faire, donc j'ai décidé de partir pour justement essayer de casser des schémas dégénératifs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour m'aligner avec la nature? La première chose que j'ai fait, c'était de poser cette question-là. Chez Decathlon, on ne se pose pas cette question. Et si on le posait, la réponse sera le sol, c'est super important, que s'il n'y a pas de sol, on ne peut pas courir dessus. Et ça va se limiter là. Et ce n'est même pas une blague, c'est la réponse que j'ai eue. Sauf que tout vient du sol, et un sol en bonne santé, c'est un peuple en bonne santé. Et un peuple en bonne santé, c'est vos entreprises en bonne santé. Pour moi, ce pragmatisme, je le vois tellement clairement maintenant. Donc, prenons soin du sol. Sauf que, Subdeco, pas de soupe de agri. Donc, il va falloir absolument revoir la copie. Sauf que la copie, pour moi, s'aligner avec la nature, il me semble que c'est assez loin. C'est peut-être un peu tôt. Donc, aujourd'hui, les Regenerative Leaders, et nous tous, on doit être beaucoup plus à l'aise avec cette fameuse contradiction entre le monde d'aujourd'hui qui fait tourner la boîte et le monde de demain qu'on sait qui meurt d'envie d'être né. Mais c'est un risque. Donc aujourd'hui, j'ai mes boîtes de consulting, Eagle Spirit, que je considère qui est un peu normal, et puis Ferme Lecoq, qui est pour moi l'entreprise du futur alignée avec la sagesse de la nature. Moi, je connais rien dans le vin, un peu plus dans les chemises affreuses. Château Palmer, c'est un troisième grand cru classé de Margaux.
Ils ont venu me voir l'année dernière en disant ce truc régénératif, ça nous intéresse. Qu'est-ce que c'est? Je dis, moi, je connais rien dans le vin. Ils ont dit, ben, nous, on connaît tout dans le vin. Donc moi, je savais que si je voulais vraiment devenir inspiré de la nature, il fallait travailler avec. Donc je pars chez eux pour les aider avec une vision régénérative. Vision régénérative 2055, on a coécrit avec tous les collaborateurs. C'est très, très beau. C'est un joli affiche. On va travailler en symbiose avec tous les... Tu vois le truc. Mais c'est trop tôt pour cela. Et il ne faut surtout pas laisser les gens sur la Lune quand tu fais une vision. Ça, c'est une belle erreur que j'ai faite chez Decathlon. Il faut ramener les gens dans le concret aujourd'hui pour assurer les 3 années à venir. Et donc, c'est pour ça que les modèles de 3 horizons, il est super important à faire passer ces messages et pour convaincre nos actionnaires. Je explique, les horizons, c'est différent que court terme, moyen terme, long terme. Les horizons, en fait, il y a toujours 3 horizons et il y a toujours 3 horizons qui commencent aujourd'hui. C'est simplement la priorité, l'intensité qu'il faut jamais oublier. Donc aujourd'hui, c'est horizon 1. Si on le rate, ah ben, c'est mort. Par contre, si on ne travaille pas non plus sur horizon 2 et horizon 3, ben, c'est compliqué. Donc du coup, c'est comme ça que j'avais bricolé le sujet pour Château Palmer. Il faut stratégiser sa vision. On sait très bien où on veut y aller, s'aligner avec la nature, mais c'est du temps long. Parce qu'on va falloir acculturer non seulement les collaborateurs, mais aussi les parties prenantes. Un Château Palmer qui est régénératif, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est de rendre la filière du vin médocain, voire bordelais, voire français, régénératif. Et ça prendra du temps. Du temps lent, c'est ça que la sagesse de la nature m'a appris. Tout à l'heure, et j'arrive à la fin, je parlais de et si l'entreprise, son but changeait pour trouver des solutions profitables et scalable pour justement résoudre des problèmes mondiaux. Aujourd'hui, ce que j'observe, je pense, je vais dire que peut-être votre ressource le plus rare aujourd'hui, c'est votre temps. Donc aujourd'hui, mon entreprise du futur, qui est alignée avec tous les 8 principes que j'ai vus, ou au moins ce que j'ai essayé, c'est ça, rewild your time. J'ai dit en anglais parce qu'en français, c'est super dur à dire, ensauvager votre temps. Donc c'est ça que j'essaie de faire avec Ferme Lecoq. Là, dans le nord où je vis, j'accueille les gens pour justement qu'ils aient le temps d'assimiler tout ça. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps. On comprend tous ces slides, on comprend les données, on comprend que le monde de demain, ce n'est pas le cas. Mais est-ce qu'on a vraiment le temps d'aller creuser au fond de soi son propre rapport avec le sol, mais aussi se poser cette question, nous sommes la nature, à quel moment je me suis désaligné moi-même. Donc j'essaie de faire ça chez moi. Ça, c'est mon alumni. Là, ça s'appelle un anti-séminaire. Les gens, ils ont venu 4 jours, 3 nuits, avec 0 agenda. L'incertitude, le lâcher-prise. Et ce qui sort de ces choses-là, c'est huge. C'est exactement comme un forêt le fera. En tout cas, le Ferme Lecoq, il est aligné avec le Rhythm of Life. On a fermé le 26 octobre, on rouvre le 15 mars. Personnellement, moi, j'ai arrêté pendant 2 mois, novembre et décembre. Mais comme je dis à mes parents, ce n'est pas des vacances de s'arrêter. C'est de ralentir, de se poser des bonnes questions. Et une bonne manière de le faire, c'est de mettre les mains dans la terre. Un journaliste m'a demandé l'autre jour, c'est quoi le regenerative leadership? Je n'étais pas préparé pour la question, mais je devrais être, parce que c'est les sujets. Et puis j'ai dit, c'est d'avoir les ongles sales. Et puis j'ai expliqué le pourquoi du comment. En tout cas, j'ai trop parlé, hein, comme d'habitude. Donc on va en finir là. Ne pas savoir, c'est un grand trait de regenerative leadership qui fait très peur. Mais ce que j'observe, c'est que les méthodes qu'on emploie jusqu'au-là, ils existent encore, mais bon, il est quand même temps de semer des graines et de réfléchir à une autre manière de la faire, qui est pour moi le regenerative leadership. Merci pour votre écoute ce matin. Mais pour autant, on va te garder encore quelques minutes parce que avant qu'ils puissent peut-être venir passer quelques jours à la Ferme Lecoq, ils ont peut-être quelques questions à poser à Charlie et on a le temps de le faire. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez, avant d'avoir les ongles sales, peut-être creuser un ou deux sujets. Oui, on va passer peut-être le micro. Est-ce que quelqu'un souhaite interroger Charlie ou apporter sa propre
Contribution. Alban. Merci, merci Charlie pour ton intervention. C'est un concept intéressant et qui parle. Comment tu associes aujourd'hui, comment tu intègres, j'ai bien compris cette notion d'horizon de temps différente et donc d'accompagnement, mais comment tu l'intègres à des défis de performance financière, de performance économique, de l'entreprise d'aujourd'hui qui doit gérer cette transformation de future entreprise régénérative ou de future leadership générative et son quotidien, sa performance financière d'aujourd'hui qui doit lui permettre de subvenir à ses besoins, de continuer à innover, de continuer à investir dans sa croissance, etc. Comment tu associes ces deux-là sans faire le reset total? Absolument. Donc il n'y a pas de reset. C'est ça qui est très important. C'est que Horizon 1, on peut même dire business as usual, avec les problèmes, les polycrises qui nous passent sous le nez, dont nous sommes tous déjà bien au courant. Resilience. Donc résilience pour moi, c'est comment faire face en faisant les choses comme on faisait déjà, mais un peu mieux ou un peu moins pire, on va dire, pour rester un player dans le marché. Donc ça, normalement, donc Horizon 1, ça doit rassurer les actionnaires. Parce qu'en fait, une fois que tu les rassures sur le moyen terme, allez, Horizon 1, c'est le court terme, 3 ans pour moi. Après, c'est la robustesse. Donc ça, c'est la capacité de résister aux successions des polycrises qui sont en voie. Okay? Ça, c'est l'innovation. Ça, c'est imaginer les choses autrement. Ça, c'est intégrer ce qu'on appelle le Living Systems Design, un business model. Ça prend du temps parce que c'est contre-culturel. Donc il faut, comme j'ai dit, faire au même temps, mais un petit peu. Aujourd'hui, chez Chetepelmer, je ne peux pas tout dire, mais il y a des pistes d'innovation, Horizon 2, qui sont en train de se faire. Moi, je vais jeudi, on va déjà commencer à semer des graines en Horizon 3. Mais si on ne fait pas Horizon 1, ah ben c'est mort, parce que c'est avec Horizon 1 qu'on fait tourner la boîte. Donc le Regenerative Leader, et voir nous tous, on doit avoir cette capacité d'être à l'aise avec ces contradictions aujourd'hui. Mais si on n'assure pas Horizon 1, ce n'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris un peu tardivement. Avant, j'étais un gros perturbateur chez Decathlon, mais c'était mon métier, c'est ce qu'on demandait de moi. Mais en fait, si tu arrêtes de vendre des tongs à 1,50 €, tu n'as plus de marché. Les gens ne viennent plus et puis ils n'achètent pas les paniers à 200 balles. C'est clair et net. Donc il faut avoir des horizons très clairs, en jamais oubliant, là il faut mettre l'intensité, mais en jamais oubliant que ça va mourir. Et c'était bien cette slide-là. Business as usual, losing its fit for purpose. Le rouge, ça va disparaître. Donc aujourd'hui, entreprise du futur, pour moi, vous êtes bien dans le 2 là. Vous êtes en haut de 2, qui éventuellement va laisser sa place à un modèle entreprise du futur qui est digne de ce nom et ce que le monde a besoin, je trouve. Ça prend du temps. We have a question over here. Et si vous avez des commentaires, moi j'ai souvent pas de questions, mais j'ai des choses à dire, moi, toujours. Donc, comment tu embarques des fonds pour qui le long terme, au mieux, c'est un horizon de 8 à 10 ans. Donc, ce n'est pas du tout un horizon H3. Or, effectivement, avoir une perspective de développement d'entreprise sur du H3, c'est travailler pour les intérêts de quelqu'un d'autre que soi. Et donc, comment on embarque à la fois des leaders d'entreprise, potentiellement des familles, encore, je pense que quand c'est un patrimoine familial, c'est plus facile. Ouais. Mais quand ce n'est pas un patrimoine familial, comment on embarque ces gens-là sur penser pour un retour sur investissement qui ne sera pas le sien? Exactly, that's a great question, which I don't... Français. J'ai pas toutes les réponses à ça. Vous avez dit quelque chose qui est très bon, c'est l'entreprise familiale. Jusque-là, je travaille que des entreprises familiales. Pourquoi? Parce que les autres ne sont pas encore ouverts à ça. Donc mon argument, c'est simple. C'est que, est-ce que vous voulez avoir 60% de quelque chose en 30 ans ou 100% de rien du tout? Donc, si on est trop court-termiste, on risque de disparaître. Est-ce que c'est la stratégie de l'entreprise? De maximiser les bénéfices dans le court terme pour réinvestir tout cet argent gagné dans un modèle digne pour demain? Je ne sais pas. Mais c'est une super bonne question qui va nous ramener à deux choses. Ça, c'est la gouvernance et la passation. Parce que souvent, c'est quelques personnes qui ont fait tous les soupes de coco comme moi, qui sont 40 ans travaillés pour arriver à un tel point et après on leur dit c'est plus ça. C'est assez compliqué. Donc en fait, on est sur la interior journey à chaque fois.
Les gens qui viennent ferment le coq. On n'est pas là pour parler economics, on est là pour parler, qu'est-ce que je veux pour mes enfants. 9 fois sur 10, un dirigeant a des enfants. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de parler à la personne qui est là et pas la business person. Business person, je n'y arrive pas. Normalement, tous ceux qui ont une famille aiment les familles et ils veulent le meilleur pour eux. On est sur du changement culturel et systémique et ça prendra des générations, je pense. En tout cas, j'ai arrêté de se dire un truc que je disais beaucoup en entreprise. Il ne reste plus que 2 ans pour changer le monde. Ça, j'ai arrêté. C'est peut-être pas vrai, c'est surtout pas juste. Pardon. Voilà. Mais c'est pas évident aujourd'hui. On se trouve dans ce monde de Milton Friedman qui est bel et bien présent. C'est justement pour cette raison qu'il y a des initiatives et des pionniers qui essaient d'inventer autre chose concret, qui montre ses preuves pour justement rendre l'ancien modèle obsolète. Merci, Charlie Felgat. Je suis navrée, la petite sonnette a sonné, mais non, c'était parfait. Un grand merci, Charlie, pour cette keynote d'introduction qui lance nos débats de façon merveilleuse.